les manifestations des sans-travail se multiplient. Ça bouge, mais ça ne change pas. On a vraiment l'impression qu'on est tous dans le même sac. Maintenant, le temps est compté. Non, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Cette crise financière marque la fin d'un monde. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. La crise écologique est là, la menace climatique est là. La nature est une ressource qu'on croyait éternellement abondante. Ce n'est pas vrai. Les fleuves, les eaux, les montagnes, la terre redeviendra verte. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous dans le monde prestigieux des idées. La question, c'est que faudrait-il pour que l'humanité modifie ses habitudes? Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Yes, we can. This is just another lost cause, Mr. Payne. I have a dream. C'est l'amour, la force qui nous rend pleinement humains. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là malgré le beau soleil, vous pourrez en profiter un peu plus tard. Merci d'être là à ces rencontres capitales, vous avez peut-être assisté à d'autres débats. Je rappelle quand même qu'on est diffusé en direct sur curiosphère.tv, sur France 5, et que ce débat est rediffusé ensuite sur LCM, la chaîne Marseille, et sur le site internet de La Provence, qui est également partenaire des rencontres capitales. L'idée de cette première édition des rencontres capitales, c'est d'essayer de construire ensemble le monde de demain. En mariant, c'est pas gagné, progrès et humanisme. Alors, les questions qu'on va aborder cet après-midi ont été formulées par des lycéens de terminale de Marseille, par des étudiants-chercheurs également. Mais évidemment, vous pourrez poser les vôtres, vous les gardez en tête. On aura plusieurs moments durant le débat, à la fin de chaque grosse partie, pendant lesquels vous pourrez évidemment les poser. Je vais vous présenter nos invités pour parler de climat, d'énergie et d'environnement et de mer. Sur votre gauche, Jean-Louis Badevant, qui est physicien, directeur de recherche au CNRS, qui a notamment, entre autres mérites, créé sans doute les premiers cours, je crois, d'énergie, environnement et d'énergie nucléaire à Polytechnique. Ce qui n'était pas une mince affaire, qui multimédaillé, pardon, mais je ne vais pas tout détailler. Vous collaborez au CEA, au CERN à Genève, avec des laboratoires à Chicago, à Turin, et toute votre carrière est axée sur l'expertise en fait, des installations et du matériel nucléaire, et sur le stockage des déchets, qui est évidemment un problème très important. Vous avez publié au mois de mai un livre aux éditions Erol qui s'appelle « Maîtriser le nucléaire » que vous pouvez montrer si vous voulez. Que sait-on et que peut-on faire après Fukushima, puisqu'évidemment, au mois de mai, on était quand même encore un peu plus dans ces problématiques. À votre gauche, Monsieur Badevant, et donc toujours sur ma droite pour vous, Philippe Curie, qui est océanographe à l'IRD, que vous connaissez peut-être ou pas, l'Institut de recherche pour le développement, pardon. Vous avez travaillé dans beaucoup de pays africains, donc là vraiment on est dans l'océan, multimédaillé également. Votre ouvrage de référence le plus récent, ça s'appelle Une mer sans poissons, ça date d'il y a 3 ans chez Kalman Levy, dans lequel vous faisiez un bilan de l'épuisement des ressources des fonds marins. Pour ceux qui lisent Le Figaro, il y avait hier un papier très intéressant, une tribune très intéressante qui s'appelle « Pour des pêches lentes », qui est un concept un peu nouveau et que vous nous présenterez pendant le débat. De l'autre côté, juste à côté de moi, Sophia Magnoni, qui nous vient de Greenpeace, qui s'occupe de nucléaire depuis 4 ans. Et évidemment chargée de campagne nucléaire énergie pour être précise, Greenpeace que vous connaissez tous, qui est l'une des principales ONG internationales et à se préoccuper de ces questions d'environnement, qui est une ONG pleine d'experts
on a parfois une image des ONG et du monde associatif uniquement militant. Moi, j'ai souvent été frappée pour avoir longtemps couvert ces questions d'environnement à Europe 1, du professionnalisme et ce sont des gens qui sont autant des experts que des militants, et c'est là où leur parole compte, je trouve. Et puis à votre gauche, Sophia, et donc à droite pour vous, Paul de Rosen, qui est directeur commercial de la SNCM, qui est donc partenaire des rencontres capitales. La SNCM qui a évidemment bien compris tout l'intérêt de réfléchir à ces questions d'environnement, parce qu'on ne transporte pas des touristes si on ne fait pas un tout petit peu attention à l'endroit où ils vont et à faire en sorte qu'ils aient toujours envie d'y aller. Donc évidemment, la protection de l'environnement fait partie aussi de leur thématique. Et Paul de Rosen, vous êtes aussi à la Fondation Veolia, qui finance notamment toute une série de projets dont vous nous parlerez peut-être un petit peu tout à l'heure. Alors notre débat s'intitule « Climat, énergie, environnement, comment sauver la mer et la planète ». Alors on est évidemment en plein dans l'actualité. On a parlé de Fukushima. Avant cela, il y a un peu plus d'un an, au mois d'avril 2010, vous vous en souvenez sans doute, une plateforme pétrolière du groupe BP explosée dans le golfe du Mexique. C'est sans doute, et c'est toujours la plus importante marée noire qu'aient connue les États-Unis et qui a évidemment marqué les esprits là-bas et dans le monde. Il y a quelques mois, 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, touchée par un tsunami lui-même provoqué par le séisme le plus brutal, le plus violent qu'ait connu le Japon. Accident nucléaire majeur 25 ans après Tchernobyl. Les deux événements ne sont pas tout à fait comparables, mais notamment parce que la quasi-totalité des victimes au Japon viennent essentiellement du tsunami, mais il reste énormément de questions. Pour l'instant, on n'a pas encore véritablement de réponse, mais sur les effets radioactifs de cet événement pour l'homme et évidemment pour l'environnement, la région directe de Fukushima et peut-être au-delà. Donc tout ça est évidemment très important. Dernier fait d'actualité, dans la foulée de Fukushima, mai 2011, l'Allemagne puis la Suisse décide de sortir du nucléaire. L'Allemagne au plus tard fin 2022, le dernier réacteur allemand sera normalement débranché. Tout cela, évidemment, serait presque trop simple, si on peut dire, s'il ne s'ajoutait à tout cela les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de ressources et d'épuisement de ces ressources, la perte de biodiversité. Bref, la Terre souffre, et c'est souvent à cause de nous, et souvent parce qu'on ne lui laisse pas le temps de se remettre. Donc, faut-il repenser tous nos modes de vie et de consommation pour préserver l'avenir de cette terre et de cette mer? C'est évidemment tout l'objet de ce débat. Je voudrais qu'on commence par un état des lieux. On parle d'écologie, mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment? Et je vais me tourner vers vous, Sophia Magnoni, donc pour Greenpeace. J'ai envie de vous demander sur quel enjeu spécifique votre prise de conscience a démarré? La mienne personnellement? Oui. D'accord. C'est très lié avec ce que vous appelez ou ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire en réalité la relation entre l'homme ou l'être vivant en général, mais en l'occurrence pour moi entre l'homme et le milieu dans lequel il évolue. En réalité, ma prise de conscience à moi, elle a commencé en me disant tout simplement la façon dont on consomme, la façon dont on est organisé, elle est absurde. Elle est absurde, elle n'est pas viable, elle n'est pas durable, et je suis convaincue qu'on pourrait faire différemment. Donc en réalité, c'était tout simplement une réflexion d'étudiantes, de jeunes personnes qui rentraient dans la vie active et qui se disaient on est organisé de façon imbécile. Alors on est très loin de ce que les gens imaginent, je pense, quand on parle d'écologie. Et même si on voit bien le lien, mais... Je vais vous donner peut-être quelques exemples. Pour les gens qui connaissent un peu toutes les recherches sur le biomimétisme, tous ces gens qui travaillent sur comment est-ce que les animaux s'organisent pour comparer avec comment est-ce que les êtres humains s'organisent, se rendent compte que l'être humain est en réalité le seul être vivant qui ne vit pas en harmonie et en équilibre avec l'environnement dans lequel il évolue. On consomme plus de ressources que ce dont on a besoin et on émet plus de déchets que ce que notre environnement peut gérer et absorber. Donc on perturbe complètement cet équilibre, et cet équilibre qui est global. Alors je ne sais pas si là vous voyez un peu plus le lien, mais quand on parle de mer, quand on parle de disparition des ressources halieutiques, quand on parle de disparition de la forêt, etc., il ne s'agit pas juste de parler de nature. En réalité, il s'agit de parler de la survie de l'espèce
l'espèce humaine. Et en fait, on a tellement intellectualisé notre organisation sociale qu'on a oublié notre instinct de survie. On ne pense plus à la pérennité de notre espèce, on ne pense plus à à quoi ressemblera l'espèce humaine dans 1000 ans, dans 2000 ans. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans les sociétés animales, bizarrement, et que l'homme a perdu. L'écologie, c'est aussi peut-être partir d'une... C'est plus classique et presque caricatural, mais ça reste vrai, partir d'une observation d'une planète qui se dégrade, malgré tout. J'ai envie de vous demander, Jean-Louis Badevant, c'est difficile de répondre de cette question de façon un peu générale, mais dans quel état est notre planète ? Ça, précisément, ce sont des questions qui sont posées par les lycéens et les étudiants. C'est volontairement général et basique, mais comment va-t-elle ? Écoutez, c'est pas exactement comme ça que vous m'avez envoyé la question. Vous m'avez dit « L'homme peut-il détruire la planète ?» Alors, vous me permettrez quand même, parce que j'y tiens, de passer une minute sur le fait de... Vous voyez, la planète Terre, c'est une planète exceptionnelle. Par sa position dans le système solaire, par sa taille, par sa température, elle a permis quelque chose d'extraordinaire, c'est l'éclosion de la vie. On ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas comment elle est venue, mais la vie s'est développée sur Terre. Et donc, l'homme peut-il détruire la planète ? D'un point de vue cosmique, astronomique, certainement pas. Le Soleil va encore brûler pendant 4 milliards d'années, la Terre tournera autour de lui, et si on regarde ça depuis le fin fond de l'univers, elle sera pareille. Bon, si le Soleil s'éteint, ben on passera d'une énergie solaire à l'énergie nucléaire, mais c'est vraiment pas un problème. La vie a beaucoup influencé la planète Terre, mais la surface de la planète Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, l'atmosphère, c'était du gaz carbonique, CO2, pardon, de l'eau et de l'azote. Il y a 3,5 milliards d'années, miracle, l'eau s'est condensée dans les océans. Dans les océans se sont développées des algues microscopiques, unicellulaires, les algues bleues, qui ont mangé le gaz carbonique, le CO2 de l'atmosphère, et par photosynthèse, elles ont produit de l'oxygène. Et ça a fait une atmosphère composée d'oxygène et d'azote, qui est celle que vous respirez, que je respire, et qui a permis à des êtres plus compliqués, plus développés, de se développer, de grandir, devenir de plus en plus complexe et de plus en plus beau. Vous avez qu'à vous regarder, nous regarder. C'est vraiment un miracle biochimique qui s'est passé à la surface de la Terre. Alors c'est ça le problème, parce que si l'homme se met à modifier la composition de l'atmosphère, comme les algues bleues l'ont fait il y a 3,5 milliards d'années, ce n'est pas la Terre qu'il va détruire, c'est lui-même. L'homme va se détruire. Il faut maintenir la température, le climat, les océans, on en parlera. Et à cause de nos technologies, et surtout à cause du nombre d'êtres humains sur la Terre, qui ont tous droit au même type de confort, il se pose un problème très grave d'adéquation avec, comme le disait Madame Magnoni, les besoins de l'homme dans ses technologies, dans ses façons de vivre, etc. Et l'homme est devenu dangereux. La lutte contre la destruction des conditions de vie est un élément primordial. On devrait l'enseigner à l'école en même temps que le langage et le calcul et d'autres choses. Vous avez presque répondu à la question. Excusez-moi d'avoir été long. Non, la question, et on est dans le sujet. On comprend bien les origines et je veux dire, ces origines de la Terre, évidemment, nous n'étions pas là. Aux origines dont vous parliez. Aujourd'hui, le but est de pouvoir vivre sur cette planète. De façon un peu... planète que nous ont donnée les algues bleues. Voilà. Que vous trouvez dans quel état ? Moi, oui. À l'heure actuelle ? Oui. Bon, ça dépend où. Pas bien, la planète, vous trouvez ? Oui, elle commence à aller assez mal dans beaucoup d'endroits. En cernant comme ça, de façon un peu générale, et puis on rentrera. Oui, on va. Magnoni, elle est beaucoup plus savante que moi. Bon, on va finir le premier tour de table. Sur ce problème. Même question peut-être. Monsieur Curie aussi pour l'état de la mer. Exactement. L'état de la Méditerranée que je connais bien, mais qui connaît mieux que moi. Sur la surface du...
75% d'eau, c'est pertinent. Donc vous avez dit que la Terre souffre, mais la mer aussi souffre. Voilà, la mer souffre, c'est-à-dire? La mer souffre. Alors je vais faire une toute petite anecdote. J'étais il y a 30 ans au Sénégal. Il y avait, à l'époque, je faisais des statistiques de pêche, et on pêchait à l'époque 10 000 tonnes de mérou. J'y suis retourné il y a 2 ans, on en pêche quelques tonnes. 10 000, quelques tonnes. Alors ça, c'est une petite anecdote qui illustre, bien sûr, l'état de la planète. C'est-à-dire que depuis ces 50 dernières années, on a fait des razzias systématiques. C'était sur le mode des razzias. Ce n'est pas une exploitation durable, c'est sur le mode des razzias. Donc aujourd'hui, en Méditerranée, 80% des stocks sont surexploités. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu, vous savez, le système à la Madoff, on a pris les intérêts, mais au passage, on a pris le capital. Et on a de plus en plus rogné dans le capital. Donc, des scientifiques se sont... Donc, depuis une cinquantaine d'années, on a essayé on a vu ce système se dégrader, cette surexploitation chronique des ressources marines se dégrader. Alors, il y a des scientifiques qui, il y a 2 ans, se sont dit, si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, ça a été publié dans le plus grand journal scientifique mondial, c'est Nature. Ils ont continué simplement les tendances lourdes que l'on observe, qui sont quantifiées. Eh bien, on pourra fermer à peu près toutes les pêcheries d'ici une quarantaine d'années. Alors, bien sûr, ce n'est pas le monde qu'on voudrait voir. Alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Bien, oui, excusez-moi. Voilà, donc les pêcheries vont mal écologiquement, mais aussi économiquement. Le poisson que vous achetez, en réalité, vous le payez 2 fois. Vous le payez à la caisse de votre poissonnier, et vous le payez aussi par les subventions, parce que c'est un des secteurs d'activité, c'est le secteur le plus subventionné, 100%. Donc, comme disait le commissaire européen des pêches, vous payez 2 fois votre poisson. Donc, c'est un système qui est maintenu, vous voyez, de façon artificielle, écologiquement, économiquement. Donc, il va falloir changer, parce qu'il n'a aucun avenir d'une aucune façon, et on le voit bien d'ailleurs en Europe ou en France, le nombre de pêcheurs dégringole au fur et à mesure que les ressources dégringolent. Donc on a vu, en 25 ans, c'est passé de 30 000 à 10 000 pêcheurs. Voilà, donc c'est pas ça qu'on voudrait voir dans le futur. On voudrait voir autre chose que des bateaux de tourisme. On voudrait aussi voir une activité de pêche dans les ports. L'activité de pêche n'est évidemment pas la seule raison du mal-être, si on peut dire, de la ressource halieutique. Il y a évidemment de multiples facteurs. On en parlera peut-être plus en détail. Sophie Magnoni, peut-être que vous pouvez, dans cet état des lieux de l'état de notre planète, poursuivre, à part la surpêche et les modes de consommation dont vous avez déjà parlé, les grands enjeux, les grands dégâts qu'on constate aujourd'hui sur cette planète, les choses les plus urgentes. Je veux dire, s'il y a des combats à mener, c'est sur quoi ? À mon avis, je ne suis pas très objective là-dessus parce que nous, on a le nez en permanence dans à quel point la planète va mal. Donc, si on doit répondre... C'est les sols qui sont morts, c'est notre air qui est irrespirable, c'est la mer qui est irrespirable aussi. Je pense qu'il y a toute une série de risques qu'on voit monter. Parfois, on essaye de faire des arbitrages entre les uns et les autres, lequel est le plus imminent, lequel est le plus dangereux. Très concrètement, on sait que le risque climatique... il est fort. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle et pourquoi est-ce qu'il est devenu prédominant dans le discours? C'est parce qu'en réalité, il touche un très grand nombre de secteurs. Il touche l'alimentation avec les sécheresses, avec la désertification. Il touche la forêt. Il touche à énormément de sujets. Il touche à la montée des eaux, à la qualité des eaux. Donc c'est un enjeu qui est très important, mais c'est loin d'être le seul. Si on parle des enjeux liés à la toxicité qui sont... très lié en fait à l'industrialisation. On voit qu'en Chine, par exemple, l'état des rivières et l'état de l'eau en Chine est catastrophique. Les gouvernements chinois eux-mêmes le disent, ils sont dans une situation qui est dramatique. 70% des rivières en Chine sont polluées. Donc je dirais il faut faire attention de ne pas essayer de prioriser entre les enjeux. Le changement climatique est un enjeu très important qui touchera très fortement les pays les plus pauvres, mais la toxicité et là-dedans le risque nucléaire rentre dans cet aspect toxicité et risque industriel est majeur, et je dirais qu'il est d'autant plus majeur que les pays
émergents, les pays en voie de développement s'industrialisent. Or, je ne sais pas, on peut comparer avec l'industrie du tabac et de l'amiante. Ces industries qu'on a un peu bannies ou diabolisées dans nos sociétés occidentales, puis qui sont parties dans les sociétés émergentes. Et ben, on voit la même chose avec l'industrialisation. Typiquement, le nucléaire, c'est plus vraiment un marché pour nos sociétés occidentales, et donc ils partent dans les pays émergents. Et là où il faut faire attention, c'est qu'on tire les règles vers le bas, on tire la sûreté vers le bas, on tire les prix vers le bas, on tire tout vers le bas, mais à un moment, notre planète, elle ne peut plus supporter tout ça. Donc je dirais que climat et risque industriel sont deux gros enjeux assez majeurs pour la survie. Alors vous disiez, on tirait la sécurité vers le bas, les exigences, les normes, etc. On va demander à un des acteurs finalement, la SNCM, et comme je le disais, fait du transport, à une activité qui peut ou non impacter l'environnement. Paul Desrosières, en quelques mots, de quelle façon, quand on dit la SNCM est sensibilisée à ces questions-là, de quelle façon la SNCM essaie finalement de limiter son empreinte par son activité? D'abord, je voulais réagir et apporter mon petit point de vue d'armateur sur le constat que mes éminents collègues ont pu faire. Dans le domaine du transport et dans le domaine du tourisme, on constate quelque chose qui effectivement va dans le sens des risques que vous avez évoqués, c'est-à-dire que les gens se déplacent de plus en plus, les marchandises se déplacent de plus en plus loin pour aller de l'endroit de production à l'endroit de consommation. Nous, en tant que transporteurs de passagers vers des endroits de tourisme, on constate un appétit nouveau vers, effectivement, on a presque envie de dire le tourisme maritime. Ça, c'est, on va dire, le risque. Le risque, c'est qu'effectivement, cette surconsommation de mer nous entraîne dans un phénomène qui pourrait être celui de la pêche. La bonne nouvelle, c'est qu'on transporte beaucoup de gens et on s'aperçoit que la conscience écologique ou écologiste est en train de se développer. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus sensibles aux messages qu'on a l'occasion de leur faire passer sur la mer nous fait vivre, protégeons-la, ou la mer c'est vos vacances, protégez-la. Ça c'est un facteur à mon avis d'espoir sur lequel il faut qu'on arrive tous les uns et les autres à travailler et peut-être à accélérer. En ce qui nous concerne, nous on est un armateur qui transporte des passagers, qui transporte du fret. Notre première implication, notre première action, c'est d'obéir. Et on obéit, on va dire, avec détermination, sachant qu'on sait que d'autres n'obéissent pas. On a des règlements sur le transport maritime en France et en Méditerranée qui sont très exigeants, qui sont portés par des instituts, notamment les instituts français, qui sont très exigeants. Et donc, la moindre des choses, c'est de commencer par obéir. Ensuite, on a la liberté ou pas d'aller plus loin, d'être proactif. Nous, on a choisi d'être proactifs parce qu'on bat pavillon français, on dessert des zones qui sont fragiles, on traverse des espèces qui sont en voie de disparition, comme les cétacés, comme les requins, etc. Donc, on a cette conscience-là en nous, et donc on choisit d'aller un peu plus loin. Donc, je ne vais pas faire la retape, mais on s'évertue à ne rien rejeter en mer. Vous savez que au-delà de 5000 nautiques, on a la possibilité, pas de dégazer, le dégazage est interdit partout, mais en revanche de jeter un certain nombre de déchets banals, etc. Nous, à bord de nos bateaux, on a 16 filières de traitement des déchets, que ce soit des déchets liquides comme les eaux grises ou les eaux noires, ou que ce soit des déchets solides, de manière à ce qu'on ramène tous les déchets à terre, et qu'à terre, ils sont passés à des sociétés spécialisées. On pourra en reparler. Effectivement, c'est parce que là, pour le coup, on touche à quelque chose de très concret. On va prendre 5 minutes pour faire une première série de questions dans la salle sur cet état des lieux un peu général. On rentrera dans les actions concrètes, dans la part du rôle, dans le rôle de l'homme. On s'arrêtera aussi sur les questions nucléaires, mais globalement sur le constat. Monsieur, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Oui. Pour, donc, je suis... Oui. Alors, monsieur au fond et puis ensuite monsieur devant. Oui, bonjour. Donc, je suis directeur du Naturoscope, qui est une ONG qui travaille sur le développement durable et la protection de la nature en Provence. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'on consommait plus de ressources naturelles que ce que la Terre en fournit, on est d'accord. Sur le fait qu'on pollue les sols, l'air et la mer plus qu'en fait, elle ne peut s'auto-épurer, on est d'accord. Donc, quelque part, on est en train de créer une dette écologique envers la planète. Comme on a créé une dette financière en vivant au-dessus de nos moyens.
les banques et les agences de notation ont bien su remettre les États, on va dire, sur le chemin un peu plus rigoureux. Qui peut remettre les États sur le chemin plus rigoureux d'un point de vue de tout ce qui est écologique? Puisque nous, en tant qu'experts éclairés, on a bien fait le constat, sauf que pour qu'il y ait des choses qui bougent de manière efficace et réelle, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience qui se fasse au-dessus. Donc, qui sera l'agence de notation en AAA et compagnie de l'environnement? Ce sera le gendarme. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Monsieur Badevant. Je trouve que c'est une très bonne question. Vous savez qu'il y a eu une conférence de Kyoto qui a commencé c'est Kyoto ou Rio de Janeiro? C'est Kyoto d'abord. D'abord Rio. Hein? C'est d'abord Rio et puis Rio Kyoto 90. Kyoto, on va être à la 20e la prochaine fois sur ces problèmes, sur le climat, etc. Il y a eu beaucoup de constatations très importantes, intéressantes faites, mais on se heurte au refus et à l'obstruction des États-Unis et de la Chine. Ça, c'est presque une parenthèse, car en réalité, je suis convaincu qu'il faut mettre sur pied une politique européenne sur la pollution et sur l'énergie, une politique énergétique européenne, sur les technologies, sur les déchets. Vous avez tout à fait raison. Et que l'Europe est très polluée parce qu'elle a été très active. Et là, au moins, on a un cadre un peu plus raisonnable que le monde entier et faire une espèce de politique comme vous voudriez, enfin, vous l'avez évoqué, de politique de régulation au niveau mondial, ce qui serait très très bien, mais c'est un peu utopique pour le moment. J'espère. Complément de réponse de Philippe Curie. Oui. Donc, vous avez complètement raison, monsieur. L'exploitation des ressources renouvelables, ça a été, dans le milieu marin, un montage spéculatif sur le vivant qui a été créé de longue date. Alors, on le voit bien, ça a fonctionné très très bien, l'exploitation, dans les années 90. Et à partir des années 90, on voit qu'on surconsomme, qu'on consomme beaucoup plus que ce que produit la nature. Et on le voit, la diminution, c'est 0,5% par an. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. 10 ans, ça fait 5%, 100 ans, ça fait 50%. Alors vous savez, on ne pourra pas se projeter et projeter la sécurité alimentaire si, quand même, la pêche, ça produit 100 millions de tonnes de protéines animales d'excellente qualité. Donc voilà, il va falloir changer. Et cette vision, il va falloir collectivement qu'on ait une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le futur? Alors vous avez les grands agendas internationaux des Nations Unies, de l'après-Johannesburg, par exemple, qui vous disent, on va... 2015, alors c'est des agendas. 2015, on va restaurer la productivité des écosystèmes marins. Alors, très bien, ça doit redescendre au niveau des nations. Ce qui se produit, c'est qu'il y a des nations qui prennent ça très au sérieux. Moi, j'étais en Afrique du Sud, par exemple, et ben, depuis une dizaine d'années, ils travaillent à ça. Donc, ils ont ça comme vision, de restaurer leur pêcherie, de restaurer, etc. Et ça marche. En France... Je veux dire, en Europe, on a énormément de difficultés à se tenir à ces agendas internationaux. Il y en a d'autres. Et l'érosion de la biodiversité, c'est aussi dans nos agendas. Donc, il y a cette vision. Maintenant, c'est à nous de la respecter. On ne va pas refaire toute l'histoire des négociations, climat, etc. Mais cela dit, si je peux me permettre, l'Europe, dans cette histoire, fait sans doute partie des plus proactifs et dans des négociations qui sont extrêmement compliquées parce qu'on est 190 ou 200 pays et que les intérêts des uns, des autres, des grands, des petits, des émergents ne sont pas les mêmes. Non, je crois que l'Europe est importante. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est 450 millions, mais l'Europe a été active, continue de l'être, et elle a la possibilité d'avoir une politique commune. Elle ne le fait pas encore, je le regrette beaucoup. Je regrette ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, sur le développement de l'énergie nucléaire en France, et j'approuve, mais je le redirai plus tard, la politique allemande. Je crois qu'il faut définir des normes de contrôle des contaminations, comme vous avez dit. Il faut les appliquer.
il faut provisionner financièrement, et vous le disiez, il ne faut pas oublier, dans le nucléaire actuellement, on ne provisionne ni le stockage, ni le démantèlement, ni le stockage des déchets. C'est une aberration. Il faut définir donc des normes, provisionner ces décontaminations et les appliquer par une politique approuvée par les citoyens dans toutes les activités industrielles. Bon, on va revenir en détail là-dessus. Juste une réponse de Sophia Magnoni et puis on avancera, mais vous aurez d'autres occasions de prendre la parole. Oui, juste très rapidement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de les autres sont méchants et nous, on est gentils et on fait les choses bien et on est très proactifs. Il ne faut quand même pas oublier qu'une bonne partie des grandes industries multinationales qui exploitent ces ressources et polluent, elles sont aussi françaises et européennes. Donc on a un rôle à jouer là-dedans et la France est un gouvernement qui fait un lobby assez actif auprès de la Commission européenne pour protéger ces industries, parfois au détriment des enjeux environnementaux. Donc pour répondre très concrètement à la question de monsieur, qui va venir réguler tout ça? Mais c'est vous, c'est nous. Il y a une vraie problématique, un vrai enjeu à ce que le citoyen français reprenne sa place dans le discours, dans les choix politiques qui sont faits par la France et à un moment prenne en compte ces sujets environnementaux et disent stop. Ça suffit, ce que vous faites, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un vrai problème de gouvernance, de la façon dont nos parlementaires s'attribuent les sujets, de la façon dont ils les défendent, un vrai écart entre ce qu'ils veulent bien dire dans les médias et ce qu'ils veulent bien faire au Parlement ou à la Commission européenne. Il y a un moment où il faut un peu, j'aime pas vraiment ce mot, mais moraliser la vie politique, la façon de travailler de nos dirigeants et qui prennent leurs responsabilités. Et ça, c'est à nous, à vous, de mettre ça en place avec les quelques droits qu'on a, les quelques devoirs qu'on a. Une maison bioclimatique, en 2 mots, c'est une maison qui, idéalement, consomme autant ou même moins que ce qu'elle peut produire, c'est ça ? Que ce dont elle a besoin, mais certaines même produisent. C'est ça qui est... Voilà. Bon, ça nous permet d'enchaîner. Après tout, ça tombe bien, on était en retard. Si on rentre un peu plus dans le sujet, dans le rôle que l'homme a dans tout ça... Bon, alors monsieur, posez votre question et puis on enchaînera, effectivement, d'accord. Vous l'auriez posé ensuite, mais allons-y. Il fonctionne maintenant? Absolument. Bon, merci. Bonjour, Hubert Vialet, je suis Marseillais, retraité. Voilà. Je suis très intéressé par votre débat et j'ai l'impression que la pollution du gaz carbonique est un des problèmes majeurs de l'époque actuelle. Et je vous demanderai un petit peu une prévision en disons 30 ou 50 ans, comme vous voyez les choses. Malheureusement, l'Amérique n'a pas signé l'accord de Kyoto. Les Chinois ont des quantités gigantesques de charbon à ciel ouvert pour faire de l'énergie. Enfin, l'Allemagne vient de décider de supprimer le nucléaire, mais elle ne supprime pas sa consommation de lignite, de gaz, etc. Or, j'ai l'impression, c'est presque ce que j'ai compris, même Allègre a dit que le CO2 pouvait polluer les mers et les rendre acides et réduire le poisson. Donc, dans 30 ou 50 ans, j'ai l'impression que les mers vont monter de plusieurs mètres. Le poisson va réduire. Je ne suis pas un technicien, mais j'ai l'impression que si on ne fait pas quelque chose contre le CO2 très rapidement, et je comprends que l'Inde et la Chine ont envie de développer leur parc automobile, mais là, on est très mal parti, et nous, on ne veut pas réduire notre consommation d'énergie. On le dit, mais on ne le fait pas. Alors, quelle est votre projection à, disons, 30 ou 50 ans sur le nombre de millions de morts du fait des inondations, de la famine, etc. Alors, il y a beaucoup de questions. Bon, je suis un peu hors débat peut-être, mais j'aimerais bien avoir votre projection. Vous êtes dans le débat, mais il y en a plusieurs. On va un peu les sérier, si vous permettez. D'abord, effectivement, le constat, il y a un consensus scientifique depuis un moment. Est-ce que quelqu'un veut un peu faire un état de ce qu'on sait et peut prévoir sur, voilà, quand on parle de ne pas augmenter de plus de 2 degrés à la fin du siècle, voilà, où en est-on exactement de ce qu'on sait? J'ai été en classe avec Claude Allègre. C'est une incidente. C'est vrai que si on extrapole, la hausse du CO2 est un très très gros problème climatique. Bon, je suis persuadé qu'on peut y mettre un frein.
divers acteurs ne sont pas d'accord, notamment les pays comme l'Inde et la Chine et le Brésil, l'Afrique du Sud, ces pays en développement. Néanmoins, on peut d'une part faire d'énormes économies dans les pays riches, en Amérique, en Europe, dans l'ex-URSS. D'autre part, on peut beaucoup plus investir dans la R&D. Je sais que Mme Natignano... Recherche et développement. Pas tout à fait... oui, recherche et développement. Pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, mais on peut parfaitement investir dans cette recherche et développement sur les absorbeurs de CO2, sur les systèmes qui captent le CO2 à la sortie des usines, notamment des centrales thermiques qui fonctionneraient au charbon. Et ça existe, c'est connu, c'est faisable, ça augmentera votre facture. Vous dites non, mais ça augmentera votre facture, l'électricité produite dans ces centrales de 2 centimes par kilowattheure, c'est-à-dire moins de 15%. Et donc c'est faisable. Donc il y a des quantités de façons de lutter contre ça. Le lobby international, etc., s'en fiche un peu là pour le moment. C'est possible. Est-ce qu'on peut préciser de quoi parle-t-on exactement ? Quel est le péril ? Quel est l'horizon ? Depuis le temps qu'on essaie de limiter effectivement Kyoto, ça a presque bientôt 20 ans, enfin 15 ans. La hausse, quelle est-elle ? Enfin, quel est l'objectif ? Quel type d'effort faut-il faire pour quel gain ? Enfin, Si on prend les scénarios du GIEC, donc des scientifiques qui s'occupent des fluctuations climatiques, des milliers de scientifiques qui s'occupent de ça, on voit que augmentation du niveau de la mer 3 mm, ça paraît petit mais c'est énorme. Sur quelle période ? C'est une tendance, c'est des tendances lourdes. Par an ? L'acidification est globale des océans, plus des températures qui augmentent. Alors ça, les projections faites et publiées montrent que, bien sûr, la zone tropicale va beaucoup souffrir et par exemple, tous les coraux qui sont dans la zone tropicale sont amenés à disparaître. Donc, d'ici 50 ans, il n'y aura plus de coraux parce qu'il y a une espèce de cocktail explosif entre l'acidification et l'augmentation des températures. Alors, voilà un exemple. Sur les stocks de poissons, ça a été quantifié. Vous savez, et d'ailleurs, on l'observe dans toutes les données. On voit le grand déménagement mondial. Le grand déménagement mondial de toutes les ressources marines, il a démarré. Et on le voit, c'était quantifié là aussi, c'est 40 km par décennie. Donc on voit les ressources qui quittent les tropiques et qui montent vers l'Arctique. Alors il va y avoir des gagnants. À cause de cette hausse des températures. Bien sûr, à cause de cette hausse des températures. Et on le voit, on le quantifie, on voit les stocks qui se déplacent, les espèces invasives en Méditerranée, et on voit que l'Arctique va être gagnant, les tropiques vont être perdants, mais c'est pas un jeu à gain nul, c'est un jeu à gain perdant. Et ça se quantifie. Donc, les chercheurs font des tas de modèles de prédiction à 30 ou 50 ans avec les meilleurs outils qu'ils ont. Bien sûr, il y aura de l'adaptation de ces populations-là, mais pour l'instant, ces modèles de prévision sont confortés par les données qu'on observe. J'étais la semaine dernière avec le directeur d'une CAR qui s'occupe donc du changement climatique aux États-Unis. Il nous a montré une courbe absolument ahurissante parce que vous savez, scientifiques, on va avec des conférences et à chaque fois, on est de plus en plus surpris d'année en année de voir que tous les records sont battus. Alors, c'était une série qui était prise à 2500 mètres de profondeur dans le Pacifique. Et qu'est-ce qu'on voyait ? Depuis 80 ans, c'est d'une stabilité biblique. Sauf les 10 dernières années où ça a augmenté. Et il disait, c'est incroyable, à 2500 mètres, la température a augmenté de 5 dixièmes. Ça vous paraît très peu. Et quand on regarde dans le golfe de Gascogne, ça a augmenté de 1 degré à 300 mètres de profondeur. C'est des bouleversements absolument incroyables. Et bien sûr, ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des choses qu'on voit absolument dans toutes les mesures qui sont faites à travers le monde par des milliers de chercheurs. Et ce qui est très inquiétant, c'est la rapidité de l'évolution. La fonte des glaciers et la fonte de la banquise est quelque chose d'absolument terrifiant. Là, c'est la rapidité et c'est aussi cette expérimentation. On est en train de faire une grande expérimentation à l'échelle de la planète. Alors, voilà, ça sera une grande expérimentation dont on n'a pas, bien sûr, la maîtrise des intrants. Sophie Magnoni, juste pour qu'on comprenne bien, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'hurler au loup et de faire peur à tout le monde et de dire qu'on va tous mourir demain. Mais, bon, vous n'avez pas tort. Mais enfin, quel est
la hausse tolérable et quelle est la courbe vers laquelle on s'achemine actuellement si on n'active pas un peu toutes ces négociations de l'ONU qui, encore une fois, sont un processus extrêmement lourd, mais on se bat pour quoi? Pour quel genre de marge, enfin, je veux dire. Alors, si on écoute les scientifiques du climat et notamment le GIEC, il faut qu'on arrive à rester en dessous d'une augmentation de 2 degrés. Et a priori... C'est 2 degrés par rapport à 1980. Par rapport voilà. 2 degrés de la température globale qui est en moyenne de 15 degrés. Si on regarde sur quelle courbe on est aujourd'hui, on est sur 2 à 6 degrés. 6 degrés, c'est énorme. Et pour que tout le monde comprenne bien, on parle d'un horizon à 2050, mais dans la réalité, ça se joue dans les 10 prochaines années, tout simplement parce qu'à un moment, on atteindra un effet de seuil et on n'arrivera plus à revenir en arrière. Donc les 10 années qui viennent là, elles sont assez déterminantes. Après, c'est difficile de dire combien de millions de morts il y aura, parce qu'il y a de l'adaptation, parce qu'on ne peut pas faire un lien direct entre tous les phénomènes climatiques extrêmes qui se passent et les évolutions climatiques, parce qu'on ne sait pas comment les pays vont s'adapter à la gestion de crise. Donc on ne sait pas combien de millions de morts il y aura. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de phénomènes sur lesquels qu'on aura du mal à endiguer. Typiquement la désertification, typiquement la montée des océans, et qui toucheront les pays les plus pauvres. Donc on sait qu'il y aura des conséquences. On ne sait pas comment on va s'adapter, et on ne sait pas combien de morts il y aura. On ne le sait pas aujourd'hui. On n'en sait rien. Paul de Rosen. Oui, moi non plus, je ne sais pas combien de morts il y aura. Moi, je voulais juste dire que aujourd'hui, moi, je ne crois pas en la capacité des États à se mettre d'accord. Je ne pense pas qu'on arrivera à ce que le Brésil, qui a des taux de croissance de 12%, se mette à moins croître, etc. Je pense que la seule manière d'arriver effectivement à faire pression, et c'est répondre à la question de monsieur tout à l'heure, sur ces États, c'est effectivement nous, les citoyens. Nous, en tant qu'armateurs, on a dessert la Tunisie et donc on a été très proche de la révolution de Jasmin. Et on a vu comment un régime que l'on disait indéboulonnable a finalement été déboulonné par, d'une part, des citoyens et des nouveaux moyens qui sont mis à leur disposition, qui sont mis à notre disposition, et notamment Internet. Internet a la capacité maintenant de mettre des gens qui pensent à peu près la même chose, qu'ils soient français, marseillais, brésiliens ou proches de la banquise, de les mettre ensemble et d'arriver à créer une force de... Alors le mot à la mode, c'est indignation, etc. Et à mon avis, c'est ces forces-là qui, sur le sujet écologique, peuvent vraiment faire bouger les lignes et faire que Obama va peut-être se dire, finalement, pour que le Parti démocrate soit réélu, c'est un vrai sujet. Je vais vous demander à tous les quatre, d'essayer d'identifier quelles sont les activités les plus... comment dire, dont les dégâts vous semblent les plus catastrophiques, on va dire, et les leviers sur lesquels il faut absolument agir. Est-ce que c'est l'agriculture ? Parce qu'évidemment, on n'en a pas encore parlé, mais quand on parle d'algues vertes, quand on parle de mode de culture, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que le levier le plus important, c'est tout ce qui touche justement, quand on parlait du climat, au transport, au rejet de CO2, etc. Petit tour de table comme ça, et puis ensuite on redonnera la parole à la salle sur le rôle de l'homme. Hein. C'est vraiment ça qu'on essaie de... Parce qu'on parle des gouvernements, etc. Nous, on va essayer de voir un petit peu ce que... Nous, est-ce qu'il faut arrêter de rouler en voiture ? Est-ce qu'il faut arrêter de prendre l'avion ? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas, sortir aussi de la société du tout jetable, qui est quand même quelque chose qui nous parle à tous. L'urgence, c'est quoi ? Écoutez, moi je travaille dans le milieu marin. Hein, la mer nous fait vivre, donc protégeons-la. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la mer, c'est quand même une grande poubelle. Hein. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est loin, sur lequel on n'habite pas. Certains y travaillent, mais sur lequel on n'habite pas. C'est un milieu qui peut être hostile. Donc c'est un milieu qui se prête assez facilement à des actes de piraterie, de poubellage, de dégazage, etc. Et donc ce qui se passe au fond des mers nous paraît effectivement mystérieux, lointain, etc. Ce qui se passe à la surface des mers avec les réserves et les ressources de pêche qui diminuent, etc., nous est plus proche. Mais moi je pense que s'il y a un endroit sur lequel il faut adapter un principe de précaution
peut-être plus important qu'ailleurs, c'est bien la mer, parce que justement, on n'en est pas aussi proche. Pour vous donner l'état des lieux, un bout d'état des lieux, il paraît qu'on a produit autant de plastique ces 10 dernières années que ces 100 dernières années, que c'est les 100 dernières années précédentes. Et que 25% de ces plastiques se retrouvent dans la mer. Alors on ne les voit pas, soit parce qu'ils sont au fond de la mer, soit parce que, et les scientifiques sont en train de rechercher ça, ils sont à la surface de la mer sous forme de microplastiques qui sont en train d'éradiquer le plancton, etc. Donc pour moi, la mer est un vrai sujet, j'ai envie de dire prioritaire, justement parce que c'est un sujet qui est un peu loin de nous et mystérieux, et parce que nous savons que c'est l'objet d'actes je vais appeler ça de poubellage. Sophia Magnoni, vous disiez que votre prise de conscience était liée au mode de consommation. Est-ce que c'est là-dedans que vous... Au final, vous me demandez de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il vaudrait mieux éviter de faire, à savoir prioriser. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Maintenant, si on essaye d'être juste pragmatique, quelle est aujourd'hui l'industrie la plus puissante du monde, le lobby le plus important du monde? C'est l'industrie pétrolière. 40% des flux financiers mondiaux, c'est quasiment impossible d'aller contre la volonté de cette industrie. Donc je dirais... Ça bloque tout autre. Ça bloque tout. Ça bloque les développements, ça bloque le développement de technologies alternatives, ça bloque tout. Je veux dire, c'est l'industrie la plus puissante du monde. Et alors nous, faut quoi? Faut qu'on arrête de prendre un avion, les voitures, Non, mais moi, j'aime pas raisonner comme ça parce qu'on a l'impression on s'auto-culpabilise, ça devient de notre faute. Mais attendez, moi, j'ai jamais demandé. Moi, j'ai demandé à me déplacer, aller à un point A, d'un point A à un point B. Jamais demandé à ce qu'on me dise, tu iras avec une voiture et dedans, tu mettras de l'essence produite à partir de pétrole. La réalité, c'est est-ce que c'est à nous de changer ou est-ce que c'est à eux de changer? Est-ce que c'est à eux de nous proposer autre chose? On a conçu nos villes, si vous allez aux États-Unis, c'est une caricature. Ils ont 4 voitures par foyer, ils sont 2. Enfin, c'est hallucinant. Les villes, effectivement, sont conçues pour... On a tout conçu en pensant produit. Tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur vendre? On n'a rien conçu en pensant, mais de quoi ils ont besoin, ces gens? Ils ont besoin de se déplacer, ils ont besoin d'avoir chaud en hiver. Donc, au lieu de répondre à un besoin, on leur vend des produits. Et ça vaut pour l'énergie comme ça vaut pour les transports. Si vous regardez toutes nos villes, elles sont conçues sur un modèle où on va vivre à 25 km et puis vous travaillez dans le centre de Marseille, vous prenez la voiture. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Maintenant, à ce rythme-là, si on attend effectivement qu'il y ait les infrastructures de transport, etc., tout comme dans un monde idéal, rien ne changera non plus. Je veux dire, est-ce qu'on peut... Vous pensez que c'est aux citoyens? Vous croyez que parce que moi, je vais me mettre à rouler en vélo dans Paris, ça va changer la surface du monde? Ça sert à rien. Je dis pas que c'est peanuts et que ça sert à rien. Attendez, vous allez pouvoir réagir dans 2 minutes. C'est vrai, on pourrait éteindre la lumière déjà. On va s'en aller, puis c'est vous qui allez parler après. Je pense que la voix du citoyen français, elle est plus utile en disant à son élu, à son représentant au Parlement, vous devez modifier le cadre réglementaire dans lequel la société elle est organisée, dans lequel elle évolue, plutôt que d'agir seul dans son coin. C'est là que je veux dire. Je pense évidemment qu'on doit tous adopter des modes de vie responsables, mais je pense qu'on doit aussi agir avec les vrais moyens qu'on a entre nos mains. Et ces vrais moyens-là, c'est aller dire aux gens qui prennent les décisions quelles décisions ils doivent prendre. C'est très intéressant. Tout ça. Philippe Curie, est-ce qu'il faut arrêter de manger du poisson ou certains poissons? Non mais sans blague. Pour inciter les industriels de la pêche ou alors justement privilégier les poissons qui sortent je crois qu'il y en a une dizaine qui représentent une très très large part de ce que les Français consomment. Est-ce qu'il y a un mode de vie un peu citoyen, éco-citoyen qui peut avoir un effet? Exactement. À midi, j'ai mangé du poisson. Donc voilà. Lequel? C'était une petite dorade, voilà. Donc je ne vais pas vous dire d'arrêter de manger du poisson. Ce qu'il faut voir, c'est que... Hein? Je ne sais pas. Bien sûr, la consommation de poissons, elle n'arrête pas d'augmenter au niveau mondial. Et l'année dernière, la FAO s'est émue de ça. C'est émue de ce phénomène-là parce que tout le monde veut manger du poisson. Alors, on mange du poisson, nos étalages, ils sont bien achalandés, mais vous savez, le poisson que vous mangez, à 65%, il vient des pays du Sud. Donc là aussi, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Alors, ça aussi, c'est une responsabilité vis-à-vis des pays du Sud. On va voir la démographie, il va falloir nourrir 9 milliards de personnes. On ne pourra pas augmenter la consommation dans les pays du Nord.
en prenant la production au sud. Donc il va falloir changer nos modes de consommation des ressources renouvelables, parce que le poisson, ce n'est pas une tomate ou la production d'un œuf. C'est une ressource sauvage. C'est comme si on allait manger de l'antilope ou du lion ou quelque chose comme ça. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que c'est ce que nous donne la nature. Donc il va falloir qu'on contraigne notre consommation locale et globale à ce que peut produire, et si l'on veut gérer les ressources, ce que peut produire les mers. Alors bien sûr, elles peuvent produire des tas de choses. Et vous savez, par exemple, au Pérou, la plus grande pêcherie du monde, on produit 10 millions de tonnes d'anchois. Qu'est-ce qu'on fait avec ces anchois? Alors on pourrait les consommer, ça pourrait aller à la consommation humaine. Non, on ne le fait pas. On transforme ces anchois en farine de poisson. Cette farine de poisson, donc, vous en avez besoin de 4 kilos pour produire 1 autre kilo en aquaculture. Donc ça part soit à nourrir des saumons, mais surtout des carpes chinoises, ce qu'on sait moins, qui sont normalement herbivores. Donc voilà, donc il va falloir aussi repenser ce qu'on consomme. Est-ce qu'on veut manger du saumon ou est-ce qu'on ne doit pas, dans le futur, moi je pense qu'on parle beaucoup de sécurité alimentaire et puis du milieu marin. Eh bien, 10 millions de tonnes, vous savez, c'est énorme. Vous n'allez pas trouver ça en agriculture aussi facilement que ça. Donc, repensons aussi ces schémas de consommation. Bien sûr, il faut arrêter de consommer des espèces qui sont menacées. Il y a plein d'espèces de requins qu'on sert dans les cantines, que vous achetez, qui sont mis sous des noms folkloriques, mais il faut arrêter de consommer ces espèces menacées. Il faut arrêter de consommer... Est-ce qu'on a un moyen de savoir ça? Donc vous avez plein d'ONG qui produisent des petits pamphlets comme ça, où vous avez les espèces à éviter, les espèces à consommer, et puis les espèces... voilà, donc il faut avec précaution. Donc bien sûr, au niveau individuel, il va falloir faire des choses, des choix, et on peut, grâce à ces choses-là. Bien sûr, ça va pas changer le monde. Il y avait cette discussion mais ça va contribuer de façon substantielle à changer nos habitudes et aussi l'exploitation de ces ressources. On va aller vers la salle, si vous êtes d'accord, mais on reviendra vers vous sur les questions d'énergie ensuite. Mais sur toutes ces questions qui viennent d'être évoquées. Allez, on va aller d'abord tout au fond, le bras orange qui s'est levé là-bas. Et puis monsieur devant ensuite. Il y a un très long bras orange. Bonjour. Madame, tout au fond, vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Connaissez-vous la voiture de Guy Nègre à air comprimé? On dit que la production de CO2 a 79% d'origine automobile. Or, cette voiture à air comprimé de Guy Nègre ne consomme visiblement pas et ne produit pas de CO2. La voiture à air comprimé. Vous voulez en fait des détails sur la crédibilité de la chose, c'est ça? Oui. Quelqu'un peut en parler? Moi, je veux bien dire un mot. Oui, la voiture à air comprimé, la voiture électrique, d'accord. Ça veut dire, une fois encore, on réfléchit sur le produit et pas sur le besoin. Le besoin, c'est se déplacer. Donc là, on fait encore du mode de déplacement individuel. Chacun est dans sa voiture avec son autoradio. On ne fait pas du mode de transport collectif qui consomme beaucoup moins et qui vous fournit exactement la même prestation. Vous partez d'un point A, vous arrivez à un point B. Donc, et des bus à air comprimé, ça n'existe pas? Pourquoi pas des bus à air comprimé, mais déjà, je ne suis pas spécialiste de cette technologie, donc je ne vais pas vous dire si elle est bien ou si elle n'est pas bien, c'est une façon d'organisation. Non, mais il y a des tas de voitures qui ne produisent pas de CO2. Il y a installé des moteurs à piles à hydrogène dans des autobus de diverses capitales européennes. Je ne vais pas entrer là-dedans. Madame Magnoni a tout à fait raison sur les transports. Soit dit en passant, vous voyez que les voitures, avec le pot catalytique, ça diminue déjà le CO2. Donc on sait faire avec le pot catalytique, les voitures dégagent moins de CO2. Cela étant, ce n'est pas une raison pour continuer à utiliser les voitures. Ça ne règle pas d'autres problèmes, par ailleurs. Pardon? Ça ne règle pas d'autres problèmes de particules. Les transports, voitures, camions, il faut absolument agir de façon radicale pour régulariser ça. Transport de marchandises par train électrique et transport en commun, effectivement, et non centralisé. Parce que n'oubliez pas que la France est un pays extrêmement centralisé où tout est en étoile. Il faut généralement aller à Paris pour revenir ailleurs. Donc ça, c'est fondamental, les transports. Je suis tout à fait d'accord, je reviens pas là-dessus. Et il y a d'autres sources de CO2 qu'on peut parfaitement
contrôler. Il faut le faire. Le CO2 est un très gros problème. Le réchauffement de l'atmosphère est un très gros problème. On peut le faire. Alors, il faut commencer par le faire en Europe, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, on donnera un bon exemple au monde entier. Les Brésiliens sont ravis de nous ressembler. Et l'Afrique du Sud est très bien placée, parce que c'est un pays très riche, le plus riche de l'Afrique, qui alimente l'Afrique entière, qui a un rôle géopolitique extrêmement important. Il y a une chose dont on n'a absolument pas parlé, que je crains beaucoup, c'est la future, et je suis désolé de vous faire peur, moi dans 30 ou 50 ans, je crains que je ne produise plus beaucoup de CO2 et que je fasse plutôt partie des déchets, mais enfin ça c'est... non, il y a une chose qui, moi, me terrifie, j'en reparlerai, c'est la pollution radioactive, qui, elle, on va y venir dans un instant, va durer des décennies. On va y venir dans un instant. On y viendra, mais je tiens à le dire tout de suite, parce qu'on n'y pense pas. Et pour terminer, la pollution du sol, non seulement radioactive, mais par toutes sortes d'industries qui déposent des métaux lourds qui sont des poisons, d'autres des poisons chimiques, etc., qui vont polluer les nappes phréatiques et polluer donc l'eau douce, notre bien le plus précieux, l'eau potable. Monsieur Devant. On avait dit Monsieur Devant. Bah, puisque vous y êtes donné à la dame au milieu, mais après c'est Monsieur Devant. Promis, vous l'aurez. Je vais vous demander de poser des questions courtes, s'il vous plaît, oui, et d'essayer de faire des réponses courtes pour que le plus de gens puissent intervenir. Merci. Ah oui, mais si on a un petit problème de micro, est-ce que vous pouvez amener un autre micro, s'il vous plaît ? Oui. Bonjour, Christine Guérin, collectif antinucléaire 13. Deux petits mots simplement par rapport à ce qui a été dit par la représentante de Greenpeace. Personnellement, et je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui seront d'accord avec moi, pour nous, ce n'est pas de compter les morts ou de savoir comment on va mourir, puisque de toute façon, je pense qu'ici, tout le monde a pris bien conscience qu'un jour ou l'autre, on mourrait d'une façon ou d'une autre. C'est plutôt savoir comment on choisit de vivre. Et c'est plutôt arrêter des mortifications et la culpabilité, parce que bon, je pense qu'une fois qu'on a pris conscience de tous ces dangers qui sont énumérés depuis tout à l'heure, et je pense qu'ici, dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui en ont pris conscience, c'est plutôt de voir effectivement comment on peut peser à notre façon, en tant qu'individu, en tant que citoyen, dans toutes les instances, dans toutes les institutions et dans toutes les structures possibles qui existent, si ce n'est à en inventer d'autres. Et pour revenir à ce que M. Badevant a dit tout à l'heure, où là on a été absolument, on le suit entièrement sur le fait que la pire des pollutions, effectivement, c'est bien la pollution par les radionucléides, et c'est celle qui va vraiment tous nous survivre. Donc, je pense que la vraie question de la priorité pour nous, c'est effectivement la pollution radioactive et le nucléaire. Et en fait, choisir entre le nucléaire et l'effet de serre, c'est quand même mettre les gens devant une posture, disons, assez totalitaire pour nous. Voilà. Et je pense que le choix de société qui est derrière le nucléaire, même si c'est pour dire on va produire moins de CO2, il est quand même beaucoup plus dangereux. Voilà. Alors, effectivement, on a affaire à des lobbies pétroliers, on a affaire à des lobbies nucléaires, et le choix de société, c'est peut-être effectivement un petit peu à réfléchir, en fait, de vrai danger totalitaire qui est derrière le nucléaire. D'accord. Je ne suis pas sûre que ça... On va évoquer ces questions d'énergie et de... Monsieur, peut-être, pour rester une dernière question sur les modes de consommation. Et ensuite, on verra quelle énergie on produit pour pouvoir assurer tout ça. Je vais essayer d'être très court. Des propositions que j'entends, j'ai l'impression qu'on nous donne le choix entre mourir de la peste ou mourir du choléra, grosso modo. Et parce que quand on étudie l'histoire, on se rend compte que quand les contraintes deviennent trop fortes, quand on se focalise trop sur les contraintes, on a une révolution sanglante ou une guerre après. Donc, et je vais vous parler d'une expérience personnelle. Je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années, amoureux de la mer, et puis j'ai décidé, personnellement, sans qu'on m'y oblige, parce que j'avais envie de le faire, de plutôt aller nager en mer que de faire du jet ski, par exemple. C'est un choix personnel. Je n'ai aucun reproche à faire à Kawasaki qui fait du jet ski. Simplement, moi, je n'en utilise pas parce que c'est mon choix.
Et est-ce qu'il ne faut pas plus donner envie de quelque chose de désirable plutôt que de défendre? C'est comme quand on éduque un enfant, si on ne fait que lui interdire des choses, l'enfant se rebelle et on a un résultat épouvantable. Est-ce qu'il ne faut pas, effectivement, je suis d'accord avec vous, madame, l'industrie pétrolière est une source de pollution, de malheur, etc., parce que nous la consommons, mais je ne veux pas les dédouaner. Mais simplement, moi, quand je me promène dans une calanque, je vois un sac en plastique, je le ramasse, je ne dis pas c'est celui qui l'a mis qui doit le ramasser. Quand à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a dû reconstruire, on a dû attendre que les Allemands viennent reconstruire pour nous, on serait encore dans des ruines. C'est terrible, mais il y a des moments où il faut faire, ok, j'avale la pilule, j'avale la couleuvre, et si je veux que ça change, je le change moi, parce que si je dois attendre les autres, on ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que soi-même. Et donc, est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'amener du désirable, de l'envie, de la beauté, plutôt que de la contrainte, etc. Même si je comprends qu'on se rebelle contre ça, parce que l'amoureux de la nature que je suis, quand j'ai appris l'histoire des dauphins, là, etc., c'est anecdotique, mais c'est terrible, c'est un fruit de la barbarie. Est-ce qu'il ne faut pas juste donner envie de quelque chose de désirable, et parce que l'être humain est aussi fantastique qu'il peut être terrible, alors plutôt mettre le projecteur sur le fantastique. Et répondre d'un mot? Oui, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je veux dire, évidemment, hein, nous, quand on défend les énergies renouvelables, on dit qu'il y a plein d'emplois à la clé, on essaie de mettre les choses sur le désirable, le fantastique. Après, j'ai un peu envie de dire, chacun son métier. Greenpeace est une ONG qui est là pour sortir des scandales, pour sensibiliser, pour pointer du doigt là où ça ne va pas et pour qu'ensuite les citoyens puissent se saisir de ces questions-là. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en quoi est-ce que c'est antinomique de dire d'un côté on essaye de combattre des grosses industries, des lobbies qui rendent la situation au final bloquante? Parce que c'est tout à votre honneur de ramasser les sacs plastiques, etc. et de vous avoir un comportement de citoyen responsable, c'est tout à votre honneur. Mais on voit bien aujourd'hui que ça ne suffit pas de conscientiser les gens. Il faut aussi conscientiser ceux qui prennent les décisions et ceux qui permettent à ce système de perdurer. Donc après, nous sommes positionnés en tant que ONG environnementale sur la partie dénoncer des lobbies et on donne aux citoyens les moyens ensuite d'agir, de demander des comptes. On leur donne l'information. Et il y a d'autres organisations comme... je ne citerai pas le nom. Non, mais il y en a plein d'autres qui travaillent sur, je ne sais pas, donner envie. J'ai pas l'impression qu'on ne donne pas envie, mais bon. Mais... Bah écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi ça fait 2 ans que je suis chez Greenpeace et que je travaille sur le nucléaire. Avant Fukushima, quand on appelait des journalistes pour essayer de leur expliquer une situation, un problème, c'est à peine si on nous prenait au téléphone. D'accord ? Après Fukushima, ce que je constate, c'est que tous les hommes politiques français, ils savent qu'il y a 75% de notre électricité qui vient du nucléaire. Réécoutez le débat présidentiel entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, il n'y en avait pas un qui comprenait même ce que c'était que le nucléaire. Donc ce que je veux dire, c'est que peut-être que les médias, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, on a nos défauts, nos qualités, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui a permis cet événement et ce qu'ont permis les médias, c'est d'informer. C'est d'informer. Alors, il y a eu aussi de la désinformation, mais il y a eu aussi beaucoup d'informations. Et je pense que le niveau global de connaissance de la population et des hommes politiques sur qu'est-ce que le nucléaire, quels sont ses dangers et pourquoi il faut en sortir, il est un tout petit peu plus élevé le 15 mai que le 15 février. Donc après, j'estime que nous avons joué notre rôle d'information. C'est pas parfait, mais c'est toujours... Non, mais il faut les... En tous les cas, moi, en tant que citoyen, je pense vraiment, en tant que citoyen, chef d'entreprise, père de famille, il faut les deux. Il faut des films comme Océan de Jacques Perrin qui exaltent la fierté d'être humain, qui exaltent la nécessité de protéger ce qui nous a été donné et de le transmettre à nos enfants. Et puis à côté, il faut des associations comme celle représentée ici à la table pour... dénoncer les errements et dénoncer les problèmes et poursuivre la recherche dans les moyens, effectivement, qui nous permettront de traiter ces problèmes. Mais... D'un mot, Philippe Curie, et ensuite on va parler de nucléaire précisément, parce qu'à la demande générale, et c'est vous avez effectivement entièrement un vrai raison, sujet. ce flot de mauvaises nouvelles, c'est contre-productif. On a beaucoup aussi de choses qui sont
présentées comme des peurs et qui ne devraient pas en être, et d'autres choses qui sont des vraies peurs et qui devraient être structurantes. Et là, l'information environnementale, écologique en France, par exemple, qui n'est pas bien faite, devrait nous dire vraiment les dossiers importants. C'est vrai, une société désirable, et c'est vrai qu'on doit construire cette vision du futur. Alors, et c'est vrai que les choses changent. On a parlé de « ah, on ne va pas nous responsabiliser », etc. Il y a le futur, et il y a aussi les futures générations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de visions à long terme qui doivent dégager ça. Et c'est aussi une société désirable de penser à nos enfants et de penser aussi aux animaux, au monde qui nous entoure. Ça va au-delà, bien sûr. Pas simplement moi, ma voiture et ma famille. Bon, on va essayer de faire en sorte qu'au-delà du 15 mai et maintenant au-delà du 15 octobre, on en sache un peu plus sur le nucléaire, sur la sécurité. Je veux dire, tout le monde a bien compris avec Fukushima que c'était l'un des gros soucis. Tout d'un coup, effectivement, ça a permis, les médias y ont contribué, si je peux me permettre cette petite incursion, ont contribué quand même effectivement à comprendre un petit peu mieux, même imparfaitement, ce qui se passe. Moi, ce que j'aimerais, et c'est peut-être vous, Jean-Louis Badevant, qui pouvez commencer à nous répondre, ce problème de sécurité, comment est-ce qu'on peut, sincèrement, est-ce que le risque zéro existe ou existera bientôt, un jour, en matière de nucléaire? Je veux dire, le Japon, c'est pas l'Ukraine et c'est pas Tchernobyl. Japon, c'est un pays comme le nôtre. Non, attendez. Je finis ma question? Oui, allez-y. Bon. Oh oui, c'est très bien. D'accord. Non, mais le Japon, ça nous touche. Pourquoi? Parce que c'est très proche de ce que nous... On peut aussi imaginer que nous aussi, on a des centrales qui sont construites au bord de l'eau. Certes, on n'a pas des tsunamis de la violence de celui de Fukushima, enfin, qui fait suite au tremblement de terre, mais quand même, on a des centrales à Blaye ou autres qui ont eu un peu chaud ces dernières années, au moment des tempêtes, au moment des grosses marées. Qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce qu'on peut rendre vraiment sûre cette énergie nucléaire? Il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire. Dans les années 70, nous avons mis un gros effort pour développer le nucléaire. On avait des gens très compétents pour le faire. Ils l'ont fait en se disant, bon, il peut se passer tel et tel ennui, mais on s'en tirera toujours. Et puis, avec Tchernobyl, on s'est dit, tiens, c'est embêtant, mais enfin, c'est des Russes. Tchernobyl n'est pas un accident nucléaire, c'est un accident soviétique. Et puis, il y a eu Fukushima. Et là, je vais vous dire une chose, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui m'a fait complètement changer sur le plan de mon attitude vis-à-vis de l'énergie nucléaire. C'est que les cœurs ont fondu, les cœurs ont transpercé les soubassements, les cuves et les soubassements, et sont allés contaminer l'eau, les nappes phréatiques. Et il va y avoir des nappes phréatiques radioactives sur une étendue gigantesque au Japon. Fukushima, c'est, chère madame, beaucoup plus grave que Tchernobyl. C'est aller sur les sites américains, sur les sites français c'est un peu différent, mais sur les sites américains on en apprend beaucoup plus. Et puis alors là on peut comparer les points de vue. Je ne pense pas avoir dit le contraire. Les gens disent que c'est... Pardon ? Je ne pense pas avoir dit le contraire. Non, mais tout à l'heure j'ai mal compris alors ce que vous disiez. J'ai dit que c'était différent. C'est différent, oui, mais je vous dis, Fukushima, c'est le prolongement, sinon ce n'est pas soviétique, hein, mais c'est le prolongement de Tchernobyl, mais en beaucoup plus grave car le corium a traversé les soubassements et est allé dans les nappes phréatiques. Et vous allez voir, et on ne sait pas combien de cœurs ont fondu, pour le moment, officiellement, 3 cœurs ont fondu et 2 sont passés au travers, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'en réalité, il y en a 18, pour des raisons techniques qui, si vous voulez, je peux vous les expliquer, mais ça n'a pas trop d'intérêt. C'est très grave. Et il reste 40 réacteurs aussi dangereux en zone sismique au Japon. Quand on dit pour très longtemps, soyons précis, qu'est-ce qu'on sait de la trace que ça laisse? Enfin, tout ça est en cours d'évaluation, etc. Mais vous dites qu'il y en a 3 qui ont fondu. Oui. Ça veut dire qu'on... On sait officiellement qu'il y en a 3 qui ont fondu sans voilà, conteste. Que les nappes... Non, il y a 3 cœurs de réacteurs qui ont fondu. Oui, voilà. Ont atteint la température de 2000 degrés et sont arrivés jusqu'à la cuve. Sur ces 3, il y en a 2 qui ont traversé leur cuve.
Il y a même des photos. Je ne sais pas comment ils ont pris ces photos. Ils devaient avoir des appareils Combien de temps électroniques. Pardon ? Ça va rester. Combien de temps ça va rester ? Oui. Mais je dirais, ça va rester des décennies. Non, mais c'est des décennies, c'est des centaines Et d'années, c'est des millénaires. Ensuite, c'est ça ma question. Ensuite, cette masse à 2800 degrés, qui est une température très haute, qui fait tout fondre, cette masse radioactive pénètre dans la Terre et cette masse radioactive atteint le sous-sol, notamment les nappes phréatiques et l'océan d'ailleurs, parce que tout ça, l'eau, ça diffuse assez facilement. C'est gravissime. Le Premier ministre japonais était complètement désespéré en disant c'est le plus grave accident nucléaire de l'histoire. Il reste encore 40 réacteurs aussi dangereux au Japon, des réacteurs à eau bouillante qui sont très dangereux, c'est pour des raisons que je peux vous expliquer encore une fois. Il reste encore 40, et qu'on les arrête ou qu'on ne les arrête pas, ils sont susceptibles de voir leur cœur fondre. Et donc le Japon est sous la menace de devenir un énorme ensemble où toute l'eau est radioactive et on ne peut plus boire d'eau douce, il faut importer de l'eau des viandes. Bon, c'est catastrophique. Vous avez parlé de la France. L'autorité de sûreté nucléaire a donné son accord pour la marche et la continuation de la centrale de Fessenheim. Fessenheim est la seule centrale française construite en zone sismique importante. C'est la plus vieille. Elle a le canal du Rhin, d'Alsace au-dessus, le Rhin en dessous. C'est Madame Mainini, pardon, je l'appelle Dintignano, mais elle a deux noms, était d'accord avec moi là-dessus. C'est quelque chose de terrifiant. Il peut se passer n'importe quoi. En plus, pas très loin d'ici, vous avez des installations nucléaires en zone sismique, vous le savez très bien, et on ne sait pas très bien ce que fait le CEA, ce que fait l'EDF. Il y a eu un accident terrible à Marcoule que très soigneusement on a caché, on a dit oh c'est rien. Et puis expliquez de quel ordre ? La personne qui est morte en étant irradiée, elle a été mise dans un cercueil en plomb. Pardon ? C'était un accident à Marcoule. Il y a quelques semaines, c'est ça hein l'accident qu'il y a eu il y a quelques semaines. Oui, c'est pas du tout un réacteur nucléaire, c'est un accident d'irradiation, une explosion. C'était une explosion. Hein. Bon, Monsieur Badevant, est-ce que je peux vous demander si on de répondre à la question de départ ? Oui. Est-ce qu'on peut rendre sûr cette production d'énergie nucléaire, quel que soit le type de centrale ? Alors, la réponse à votre question est oui, dans 60 ans. Ça veut dire que les centrales actuelles en France... elles sont toutes susceptibles d'avoir le même genre d'accident qu'à Fukushima. Philippe Curie veut... Oui. Alors, répondez. La probabilité, vous savez, je vous ai dit qu'à Fessenheim, qui est en zone sismique, la probabilité qu'il y ait un séisme, il faut demander aux géologues, je ne l'ai pas sous la main. Si on est en zone sismique, les tremblements de terre, ça se déclenche, on ne sait pas quand. Alors, voilà. Quant aux accidents, mais regardez, Paluel, les fuites, c'est scandaleux la conduite de tout ce qui se passe. Il peut y avoir des accidents majeurs à peu près n'importe quand. Alors la probabilité, regardez-moi ce qui m'étonne à Tchernobyl, c'est qu'il y a eu un accident, mais depuis 25 ans, il n'y en a pas eu un seul autre dans l'ex-Union soviétique parce qu'ils ont fait appel à des experts français du CEA, très compétents, et allemands, qui sont très compétents aussi, pour vérifier toutes leurs installations nucléaires. Donc les Russes, finalement, ils ont été pas si bêtes que ça. Il faut dire que ça tombait au bon moment, le glasnost, etc. Hein. Alors, Philippe Curie veut répondre. Oui. Je pense que Fukushima, c'est traumatisant parce que ça remet en cause notre croyance illimitée que la technologie va résoudre absolument tous nos problèmes. Alors, bien sûr, vous avez tous vu Jurassic Park, vous voyez que des fois, ça tourne mal. Je voudrais juste vous raconter une anecdote pour relier le nucléaire au thon rouge. Vous savez, le Japon est le principal acheteur mondial de tous les thons rouges mondiaux. Parce qu'un thon rouge, un seul peut valoir 250 000 €. Donc, il y a une grande... Donc,
toutes ces espèces qui vivent plus de 5 ans, ça a été démontré par les économistes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il vaut mieux prendre les thons et les mettre dans une banque, soit sous forme d'argent, soit, comme l'ont fait les Japonais, à moins 80 degrés. Moins 80 degrés, vous avez une ressource que vous pouvez sortir dans 50 ans et manger sous forme de sushi. C'est comme s'il avait été sorti de l'eau il y a 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, bien sûr, une coupure d'électricité. Et vous savez que les Japonais ont stocké pendant des années, alors on ne sait pas, ça c'est un nombre très secret, des quantités absolument incroyables, et on pense même que des fois les quantités stockées étaient proches de ce qu'il y a même dans la mer à l'heure actuelle, de thon rouge. Et bien qu'est-ce qui s'est passé avec Fukushima? Les centrales qui ont produit l'électricité sont tombées en panne, et on s'est dit tout d'un coup, pourquoi le thon rouge augmente comme ça? Et bien c'est parce que tous ces stocks-là, une partie de ces stocks, je ne peux pas vous dire combien, ont été détruits et ont été perdus. Alors voilà, vous voyez cette croyance invraisemblable dans la technologie, comme quoi on va tout maîtriser, et bien des fois ça tourne un petit peu comme dans les films d'horreur. Alors c'est clair que suite à Fukushima, la réflexion a commencé à revenir autour du type d'énergie qui peut nous amener, notamment dans un pays comme le nôtre, où le nucléaire a une part si importante, les 3/4 en gros. Quel type d'énergie peut nous permettre de vivre à peu près avec le niveau de vie qui est le nôtre. Et vient la question évidemment juste après de savoir est-ce qu'on peut sortir de cette énergie nucléaire, comment on peut la remplacer, qu'est-ce qui est raisonnable d'imaginer. Les Allemands ont dit 2022. Sophia Magnoni, raisonnablement, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si vous permettez, avant tout, je vais quand même répondre à votre question de tout à l'heure sur est-ce qu'on peut rendre le nucléaire sûr? Il faut quand même voir que la France, c'est un cas un peu à part dans le monde sur le nucléaire. On a 75 à 80% de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Personne n'a fait ça. Au-delà du fait que c'était une aberration énergétique, c'est devenu une aberration politique, à tel point qu'en post-crise nucléaire mondiale, on a nos gouvernements, notre président de la République, le ministre de l'énergie, qui viennent dire que le nucléaire est sûr. Alors, je ne sais pas où ils l'ont vu, je ne sais pas qui leur a dit, qu'il n'y avait aucun problème, que le nucléaire français était le plus sûr du monde, etc. On refuse même après un accident de cette ampleur-là d'admettre le fait que la technologie en elle-même, elle est risquée. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On a quand même, l'origine de tout ça, c'est quand même le plutonium. On a quand même créé l'élément le plus dangereux du monde dans l'objectif de faire des bombes, de faire des armes de destruction massive. Avec un espèce de traumatisme post-guerre, on crée l'élément le plus dangereux du monde. Aujourd'hui, on vient nous dire, c'est sûr. Attendez, je sais pas, c'était l'élément le plus dangereux du monde ou c'est sûr? Donc, on crée une technologie qui est intrinsèquement risquée. Elle est dangereuse. Ce qu'on met à l'intérieur d'un cœur nucléaire, c'est dangereux. On peut pas dire aujourd'hui, c'est pas dangereux, c'est dangereux. C'est une réalité scientifique. Alors maintenant, qu'est-ce que font les industries du nucléaire? Ils mettent des couches autour. Ils mettent la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3, et puis ça leur permet de dire, c'est plus dangereux. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toujours dangereux. Donc, si la couche numéro 1, elle s'en va, si la couche numéro 2, elle s'en va, si la couche numéro 3, elle s'en va, le risque, il est toujours le même. Donc la réalité, et c'est ça qui, moi, me désole de n'avoir jamais entendu dans la bouche d'un dirigeant politique français après Fukushima, le nucléaire, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Alors après, vous allez avoir M. Repussard de l'IRSN qui va vous dire « Ah oui, mais bon, la probabilité qu'il y ait un jour un accident majeur... » Bon, d'accord, elle a été augmentée par 20 par rapport à leurs objectifs initiaux. Bon, 20, c'est quand même pas mal. Alors, soi-disant, elle est faible. Mais est-ce que, pour notre civilisation, pour nos sociétés aujourd'hui, est-ce que le risque d'accident qui est lié à cette technologie, est-ce qu'il est acceptable ? Il n'est pas acceptable. Il n'y a personne dans cette salle qui accepterait demain de recevoir un message du préfet sur son poste. Il faut que vous laissiez votre maison. Puis vous ne savez pas quand vous allez revenir. De toute façon, il y a peu de chances que vous reveniez. Personne ne peut accepter ça. La France a 58 réacteurs nucléaires. 58 réacteurs nucléaires. C'est énorme pour un pays de cette taille-là. Pas les fermer du jour au lendemain, dans tous les cas, quoi qu'il arrive et quoi qu'on pense. Alors, qu'est-ce qui est raisonnable d'imaginer? Parce qu'on entend tout. Et voilà. Comme on est un pays tellement particulier, tellement différent dans le monde sur le sujet. Il y a eu toute une espèce une communication, un discours qui n'est pas de l'information, qui est de la communication, qui a été mis en place par les industries, mais aussi par le gouvernement, et c'est très triste, sur le fait qu'on ne peut pas faire sans. Alors, on ne peut pas faire sans, il n'y a rien d'autre qui existe.
c'est quand même pas la technologie la plus simple à inventer. Mais on voudrait nous faire croire qu'on a réussi à faire quelque chose de très très compliqué, mais qu'on peut pas faire quelque chose de très simple, qui est quoi? Utiliser le potentiel infini de toutes les énergies de flux qui nous entourent. Pourquoi est-ce que ça, on ne peut pas l'utiliser? Alors, on ne sait pas utiliser le soleil, on ne sait pas utiliser le vent. Pourquoi on n'y arrive pas? On ne sait pas utiliser l'énergie de la mer. Tout ça, c'est de la communication. Donc, je dirais même, me demander, est-ce que c'est possible? C'est me prendre pour une imbécile. Non, Évidemment, c'est possible. Je veux dire, on ne fait pas... Alors, à quelle rapidité? Mais l'énergie, c'est un choix politique. Si demain, le gouvernement décide qu'il veut sortir du nucléaire et qu'il met l'argent sur la table pour sortir du nucléaire, qu'il fait les investissements nécessaires, qu'il arrête d'investir 60% de son budget recherche et développement dans le nucléaire et qu'il l'investit dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables, évidemment que c'est possible. Quelle vitesse de déploiement? Mais demandez-leur. Alors, l'Allemagne, ils ont fait ça en... 30 ans. Il y a le scénario Négawatt qui est sorti l'année dernière qui dit en 21 ans, on peut le faire. Il y en a d'autres qui disent en 5 ans, en 10 ans. Voilà, on peut le faire. C'est ça la vraie réalité. La France consomme 1,5 fois plus d'électricité que nos voisins allemands. Pardon, mais c'est très simpliste. Mais en imaginant de remplacer les 58 réacteurs par diverses sources, la grande idée, c'est de trouver une sorte de mix de tout ça, évidemment. Mais est-ce qu'on peut... Encore une fois, c'est simpliste, mais ça donnera des idées un peu claires. 58 réacteurs, ça ferait, je ne sais pas, combien d'éoliennes, combien de surface Il y a deux façons d'aborder ce sujet. Il y a deux réponses à ce sujet. Alors j'entends, il faut bien faire tourner les trains. Vous savez, les transports, c'est 3% de la consommation d'électricité aujourd'hui. C'est rien, c'est ridicule. Alors me dire, ah oui, il y a du nucléaire pour faire tourner les trains, oui, on peut utiliser d'autres sources d'électricité. Donc il y a deux façons de remplacer ces 58 réacteurs. La première, c'est l'efficacité. On a le système électrique le plus inefficace, globalement, du monde, je pense qu'on peut le dire, parce que le nucléaire, c'est 30% de rendement, c'est rien du tout. On a un système électrique inefficace. Donc la première façon, c'est baisser, je dirais pas nos besoins, mais baisser notre façon de consommer de l'électricité. Typiquement, le chauffage électrique. Qu'est-ce qu'on peut gagner là-dedans? On peut gagner 25, 30, 50% de consommation en isolant mieux, Pas que. Vous regardez le chauffage électrique, tout notre parc électrique français, notre parc de production, il est dimensionné sur quoi? Il est dimensionné sur un chiffre qui est potentiellement une fois sur 10, à 19h, on consommera ça. Et donc on dimensionne, et alors ça fait ça, voilà, et c'est là-haut. Et alors on dimensionne tout notre parc électrique là-dessus. Ce chiffre-là, il n'existe pas en Allemagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de chauffage électrique. C'est le chauffage électrique qui fait ça tous les gens chez eux à 19h, le 15 décembre, ils rentrent, hop, ils allument le chauffage électrique. C'est d'une inefficacité incroyable. Et nous, on a développé ça dans tous les logements neufs. Aujourd'hui, 70% des logements neufs, ils sont équipés avec un mode de chauffage qui est à l'électricité, alors qu'on sait très bien que c'est inefficace. Donc la première chose à faire, c'est efficacité. Pourquoi tout le monde dit on va faire de l'efficacité? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a lu le bilan prévisionnel de RTE. Le bilan prévisionnel de RTE, il prévoit que sur les 30 prochaines années, on ne fasse plus d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire du nucléaire et faire de l'efficacité. EDF, ils ont développé tout leur business model sur vente de l'électricité. Ils ne gagnent de l'argent qu'en vendant de l'électricité. Alors évidemment, si moi demain je suis EDF, vous me demandez, faut faire de l'efficacité. Attendez, si je fais de l'efficacité, je gagne moins d'argent. Je ne vais pas faire de l'efficacité, ça n'a pas d'intérêt. Donc faire de l'efficacité et après des sources alternatives. Et on a quand même le deuxième potentiel éolien d'Europe. Donc c'est pas le potentiel le problème. C'est pas ça le problème. Question dans la salle, courte. S'il vous plaît, pour réponse courte. Des questions, pardon, mais autant profiter que vous profitiez des personnes qui sont là. Ça marche pas? Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a un autre micro, s'il vous plaît? Oui, ça marche. Bon, moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière, puisque je n'ai pas pu poser la question tout à l'heure. On parle du CO2 en permanence, mais le CO2 n'est pas que le gaz qui... participe à l'effet de serre. Il y a d'autres gaz et personne ne se soucie à l'heure actuelle de lutter contre le méthane, la vapeur d'eau, qui est un participant important. Donc je voulais qu'on précise ça, qu'il n'y a pas que le CO2 qui est en cause. Ça va nous amener très très loin, ça. Je crains. Ensuite, et il nous reste 5 minutes. Ensuite, quand on parle des transports, monsieur de la SNCM, on ne parle jamais du transport maritime ni du transport aérien, qui sont importants, eux, à l'émission de CO2. Un avion, un Boeing qui décolle, ça dépense 12 tonnes de carburant. Avant que nous dépensions 12 tonnes de carburant avec une voiture, il faut faire beaucoup de chemin. Un bateau consomme pas mal aussi.
Donc, c'est Posez des votre facteurs question, importants et malheureusement, je vois que personne n'en parle jamais. Bon, ensuite, quand on parle du réchauffement planétaire, vous voyez bien que les glaciers fondent. L'Antarctique, l'Arctique, il y a des fontes de glace importantes. Je pense que ça déséquilibre la planète. C'est-à-dire que les masses en jeu peuvent constituer des sources de rupture de la couche terrestre. Est-ce que vous voulez poser une question, monsieur Et ça, je Paul pense de Rosen va vous répondre. On n'en parle Pardon jamais aussi. De vous, Voilà. vous interrompre, C'était mais les points que je voulais préciser. Évidemment que les facteurs sont multiples. Hein. Vous avez tout à fait raison, Paul de Rosen. Oui, un point de réponse sur le sujet des transports, et puis on pourra se voir à la sortie. D'abord, il y a des endroits, il y a des besoins de transport que seul l'avion ou le bateau permettent d'assurer. La Corse, qui fait partie de la France, en est un. Pour assurer la continuité territoriale de la Corse, on est obligé de prendre soit le bateau, soit l'avion. D'autre part, ce n'est pas vrai de laisser penser qu'il n'y a pas d'efforts, et je ne parle pas de la SNCM, mais plus généralement, il y a des efforts importants pour permettre de juguler cette consommation de carburant. Je vous donne un titre d'exemple. Aujourd'hui, ça coûte 200 kilos de fuel pour déplacer, pour déplacer un navire qui va transporter à peu près 45 tonnes de fret et 1000 passagers sur 1 mille nautiques. Les nouveaux bateaux qui sont en train de sortir des chantiers navals aujourd'hui divisent cette consommation par 2. Donc la prise de conscience est là, d'une part parce que c'est un sujet écologique, mais c'est aussi un sujet économique. Les rencontres capitales sont censées, pour assurer une espèce de cohésion, se terminer par les minutes pour changer le monde. Alors, je vais prendre une question et je vais demander à chacun des intervenants ensuite de prendre une minute pour leur minute pour changer le monde. D'accord ? Dernière question dans la salle en attendant. Donc, je m'appelle Ludovic Alain, je suis chercheur. Et je voulais demander si, au niveau du nucléaire, au-delà de ses travers, il n'était pas possible d'améliorer le fonctionnement ou peut-être de faire, d'éviter des accidents comme il y a pu y avoir au Japon avec une coopération internationale. Je me pose cette question parce que, par exemple, on a sur les incendies, sur toute la zone Méditerranée, on a des relais, on peut transférer des hommes, du matériel d'un pays, d'une zone à l'autre. Alors, est-ce qu'on n'a pas tendance à rendre plus grave ce qui s'est passé, dans le sens qu'on aurait peut-être pu anticiper, mieux coopérer pour éviter les incidents, enfin les accidents aussi graves? Vous avez... Pardon. Vous avez tout à fait raison, et je vous aurais tout à fait approuvé avant Fukushima. Donc, oublions Fukushima. Avant Fukushima, la réponse est oui, et l'EPR était une bonne chose, c'était une collaboration internationale, c'était franco-allemand. Les ennuis de l'EPR en Europe, c'est-à-dire en Finlande et en France, sont des sottises. Hein, d'avoir fait un logiciel absolument gigantesque, aussi bien pour nettoyer le sol que pour les cas d'accidents graves, c'était de la folie de la part des informaticiens. Hein, donc on a fait plusieurs, etc. Hein, donc, et d'ailleurs les EPR que les Chinois font, ou sont en train de faire, ont l'air d'être en meilleure voie que les EPR européens. Et ça, c'est ce qu'on appelle la génération 3, qui est déjà bien meilleure au point de vue soubassement, protection du corium, protection de la surface contre les avions qui tombent, etc. Il y a les projets de ce qu'on appelle la génération 4, et notamment donc ces réacteurs avec de l'hélium et des pastilles de carburant au lieu que ce soit des barreaux, etc., qui sont un peu de la science-fiction, parce que c'est dans 60-70 ans. Je peux ajouter que je ne crois pas du tout en ITER, hein, je crois malheureusement, hein, j'y croyais il y a une dizaine d'années, et puis malheureusement, je crois que ITER ne donnera rien, et ça a déjà coûté trop cher. Mais c'est vrai qu'on peut beaucoup améliorer la sécurité des réacteurs nucléaires. Et la coopération, c'était la question. Pardon ? Et la coopération, c'était la question. Par la coopération, là, en l'occurrence, les Français sont allés non, mais soutenir... la coopération, en l'occurrence, elle était franco-allemande, mais elle reste, même si les Allemands sortent, l'aspect technologique.
Ce qui m'ennuie maintenant, c'est ce qui s'est passé à Fukushima, ce qui me fait peur. Bon. On en reste là pour les questions, juste d'un mot. C'est pas possible. Juste, la coopération, elle ne change pas le risque d'accident, on est bien d'accord. Alors peut-être qu'elle pourrait, ce que vous dites, c'est qu'elle pourrait modifier les conséquences. Mais au final, au Japon, c'est pas le manque de coopération qui pose problème, c'est l'argent. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on n'a pas évacué les 70 000 personnes en plus qui sont touchées par une certaine dose et qu'on a remonté la dose au lieu de les évacuer? Mais parce que ça coûte trop cher de les évacuer. Il y avait pas, je peux vous assurer que l'évacuation au Japon, elle a été 10 000 fois plus efficace que si ça avait dû avoir lieu en France. Hein. Vous avez imaginé évacuer Marseille. Bon. Écoutez, je sais pas. On va devoir clore ce petit exercice qui est peut-être un peu artificiel, mais finalement, si on peut ressortir d'ici avec une minute pour changer le monde, une proposition, Paul de Rosen. Une minute et 3 propositions. Première proposition, ayons le courage de regarder là où on n'a pas l'habitude de regarder, et notamment au fond de la mer. La mer nous est vitale, et ayons ce courage-là. Deuxièmement, adoptons des modes de transport qui vont nous libérer du véhicule individuel. Il y a le transport collectif et il y a le transport partagé, sur lequel la France est motrice, hein, l'autopartage, etc. Ça se développe. Soyons les consommateurs de ce nouveau mode de transport. Et puis troisièmement, une proposition un peu latérale ou de côté. Donnons à nos politiques effectivement le courage de prendre des mesures qui sont bonnes pour les générations futures plutôt que pour leur réélection. Et pour cela, on a beaucoup parlé du cumul des mandats à l'instant T, faire qu'un même homme politique n'ait pas trop de mandats à l'instant T. Moi, je pense qu'il faut que nous réfléchissions au cumul des mandats dans la durée. Tant qu'il y aura trop de mandats dans la durée, les hommes politiques seront accrochés, et c'est normal, à leur réélection et donc à des décisions qui ne seront pas forcément courageuses. Merci Paul de Rosen. Sophia Magnoni. Moi, ça sera une minute et une seule proposition. Au regard de l'importance de l'industrie nucléaire française dans le monde et dans l'avenir énergétique du monde, je pense qu'il faut que dès 2012, la France entame sa transition énergétique et que cette transition énergétique, elle passe par une loi de sortie du nucléaire en 2012 avec un calendrier de fermeture des centrales nucléaires et le développement d'énergies alternatives, évidemment. C'est clair. Merci beaucoup. Philippe Curie. Je pense qu'il faut gérer les ressources marines. C'est possible, ça se fait mondialement. Et j'utiliserai une métaphore. Il faut aller vers des pêches lentes. Des pêches lentes, c'est quoi? C'est des pêches qui rendront l'exploitation durable, c'est-à-dire adapter nos prélèvements au cycle de vie lent de la nature, parce que c'est la nature qui nous contraint. Donc ça veut dire des pêches artisanales qui utilisent des engins passifs, qui ne sont pas gourmands en énergie fossile, et puis aussi changer un petit peu nos habitudes alimentaires. Merci d'avoir joué le jeu. Et Jean-Louis Debat-Devant, c'est vous qui clôturez? Si je peux changer le monde en une minute, c'est fantastique. Je suis d'accord avec Mme Dattignano. C'est possible. Je suis tout à fait d'accord sur les transports. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Et d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur, il faut rendre les transports agréables. Il faut qu'on ait envie d'y aller. Songez que... Alors là, je vais parler d'une ville qui est un peu étrangère ici, qui est plus au nord, à Paris, mais de moins en moins de Parisiens utilisent leur voiture. Ils aiment prendre les transports en commun. Et depuis qu'il y a depuis qu'il y a le tramway, alors vous avez le tramway. C'est merveilleux. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder les choses en face. Je crois que ce qui est très grave, c'est que nos sociétés ne sont pas mûres pour utiliser nos technologies et utiliser l'électronucléaire et d'autres modes dans l'état actuel de nos sociétés et de la politique et de la décision, de la structure de décision politique et démocratique. Ça, c'est très important. Alors, je reviens là-dessus. Il faut rapidement sortir du nucléaire actuel. Le temps, c'est 30 ans. Et il est indispensable que se construise une politique énergétique européenne pour me limiter à l'énergie. Et alors, on s'émerveille devant l'apparition de la vie sur Terre et de l'évolution.
la main de l'homme, la pensée de l'homme font partie de cette évolution maintenant. Il faut absolument que cette main, cette pensée, soient des facteurs de progrès. Il faut absolument que notre époque redevienne une époque d'humanisme et une époque de lumière. Ça, c'est une conclusion. Merci beaucoup à tous. Merci aux intervenants qui sont là, qui, je crois, doivent être disponibles pour certains pour poursuivre la discussion avec vous. Merci beaucoup. des sans-travail se multiplient. Ça bouge, mais ça ne change pas. On a vraiment l'impression qu'on est tous dans le même sac. Maintenant, le temps est compté. On a déjà vu ça, en pleine paix. Cette crise financière marque la fin d'un monde. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. La crise écologique est là, la menace climatique est là. La nature est une ressource qu'on croyait éternellement abondante. Ce n'est pas vrai. Les fleuves, les eaux, les montagnes, la terre deviendra verte. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous dans le monde prestigieux des idées. La question c'est que faudrait-il pour que l'humanité modifie ses habitudes? Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Yes, we can. This is just another lost cause, Mr. Payne. I have a dream. C'est l'amour, la force qui nous